aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Effet de levier. Je vous remercie déjà pour tous les retours que j'ai eus sur l'épisode précédent. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un notaire avec nous pour échanger sur plein de sujets, notamment la SCI ainsi que des dispositifs fiscaux. Je vais laisser Maître Pasquale se présenter. Bonsoir Paul, je suis Ariel Pasquale, donc je représente la profession de notaire. Merci de m'inviter déjà dans ce très beau studio de la rue Montmartre, qui fait un peu du faubourg Montmartre, qui fait un petit peu notaire tout de même, hein, je trouve, ce décor de livres, ça nous rappelle un peu nos bureaux, avec un secrétaire à tiroir comme ça. C'est assez sympa, et puis bon, je veux dire, c'est un peu inspirant pour nous. C'est vrai que pour l'occasion, on a changé de décor. J'ai hâte d'avoir votre retour et votre avis sur ce décor-là. Est-ce que vous le préférez? On a quelque chose de plus chaleureux aujourd'hui. On va pouvoir répondre tranquillement à toutes les questions que j'ai relevées. On se retrouve tout de suite pour l'échange des experts. Première question à laquelle on va répondre aujourd'hui, qu'est-ce qu'une SCI et avec qui je peux la créer pour savoir est-ce que je peux le faire avec mon voisin, mon ami, mon frère, ma soeur, mon père, Med, qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir par rapport à tout ça? Alors, une SCI, bon, évidemment c'est un acronyme, enfin c'est une abréviation, c'est une société civile. À la base, donc, c'est un contrat de société. D'accord. C'est prévu par la loi, tout simplement. Et comme son nom l'indique, c'est une société qui est donc civile. C'est un peu idiot de dire ça, mais en termes de droit, on les oppose aux sociétés dites commerciales. Oui. Les particularités des sociétés civiles, donc, c'est que bon, le nombre d'associés varie au moins de deux. Tout le monde, en pratique, le sait. Il faut être au moins deux pour constituer une société C'est un civile. minimum. C'est un minimum. Et ensuite, il y a un nombre indéfini d'associés qui peut varier euh, des personnes physiques, des personnes morales. Aucun problème de ce côté-là. Et ça peut varier pratiquement jusqu'à l'infini, puisqu'on sait qu'il y a des sociétés civiles qui font appel à l'épargne, d'autres qui ont un caractère plus familial. Donc là, je bascule un petit peu sur la deuxième partie de la réponse, avec qui je peux en créer. Pratiquement avec tout le monde, mis à part une autre notion que connaît peut-être pas le grand public, mais que Paul, tu connais, c'est le fait qu'on ne peut pas le faire avec des incapables, des personnes qui sont au niveau juridique, Sous tutelle. frappées d'incapacité, c'est-à-dire soit des mineurs, soit des majeurs protégés, puisque les mineurs, évidemment, Oui. ils n'ont pas leur capacité juridique. Alors, on peut toujours mettre des mineurs dans une société civile, mais il peut y avoir des difficultés pour ensuite les engagements que pourrait prendre cette société civile. Parce que si on parle des caractéristiques de la société civile, le capital peut être fixe, il peut être quasiment nul, Mhm. il peut être variable et il peut être très important. Et une des caractéristiques des sociétés civiles, c'est que les associés sont indéfiniment responsables du passif social. D'accord. Donc c'est quand même un Important. engagement extrêmement lourd. D'où le fait que le mineur puisse pas. Enfin, ça peut être compliqué quand il est Exactement. associé. En revanche, on D'autant peut plus être. si on l'associe, pardon. Non, non, je t'en prie, Réal. Donc, du coup, il peut être. Enfin, on peut s'associer déjà avec une société, une personne morale, tu disais, donc pour Oui. expliquer une autre société. On peut être un particulier et une société dans une SI, ou deux sociétés, peu importe, ou deux particuliers. Le capital, donc, il n'y a pas de. Il y a un minimum d'1 euro Ouais, qui n'est pas débloquable immédiatement. Enfin, comme on est deux, on va dire 2 euros, puisqu'on ouais, n'aura pas un capital de 50 centimes. Mais bon, c'est presque une boutade. Voilà, le capital peut être libre. d'accord. Donc, ça a une destination qui est immobilière, société civile immobilière, donc à détenir forcément de l'immobilier ou pas forcément? Alors, je vais être plus précis. Disons que la société civile, par essence, c'est quelque chose de assez large. La SCI, c'est une société, normalement, qu'on considère comme étant une société civile de gestion immobilière. D'accord. Par abus de langage, on parle de SCI et ensuite, on a précisé des catégories qui n'existaient pas au début, d'un point de vue juridique, qui n'étaient pas prévues par les textes, comme par exemple les sociétés civiles de famille, Mhm, les sociétés civiles de gestion. mhm. Donc ensuite, il y en a d'autres que tu connais, les sociétés civiles, les holdings, des choses comme ça, Oui, les sociétés dites de portefeuille en français. Mais pour les SCI, ce sont des sociétés civiles immobilières. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, au niveau des catégories ANPE et même pour les catégories bancaires, la société civile immobilière a pris corps.
Et il faut faire attention quand on constitue une société civile, parce que si on ne dit pas que c'est une société civile immobilière, si on se contente de dire que c'est une société civile, par exemple, de gestion, Mhm. eh bien, elle ne rentrera pas dans certains canevas bancaires et dans certains codes, ce qu'on appelle les codes APE, des choses comme ça. Donc c'est assez important de les catégoriser. Et on voit que le côté administratif de la France a quelque part créé cette catégorie des sociétés civiles immobilières, des SCI, mais je répète, qui n'existaient pas dans les textes de loi. Initiaux. Voilà, quand les sociétés ont été fondées, mais ce qui est très ancien, hein. Oui, oui. C'est créé par le Code civil. Donc, l'idée d'une société civile, pour moi, c'est un contrat entre des personnes qui ont décidé de s'associer pour mettre en commun des moyens. D'accord. Mais l'objet, par essence, il doit être civil, je répète, par opposition à commercial. Ok. Et donc, question qui découle de cette société civile, puisque nous, le sujet qui va nous intéresser, c'est immobilier, pour notamment de l'investissement. C'est quoi les avantages à investir en société civile immobilière, puisque en plus, on peut l'investir en indivision, je crois, ou différemment. Donc, est-ce qu'il y a un avantage particulier à investir sous la société civile ? La société civile, c'est un contrat. On l'oppose souvent à l'indivision, comme tu viens de le souligner, pour des raisons simples. L'indivision, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se fait naturellement, qui est prévu par les textes du Code civil, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement. Une indivision, elle peut être créée entre deux personnes. Si tous les deux on décide d'acheter quelque chose ensemble, eh bien, alors j'aurais des problèmes déontologiques peut-être, mais normalement, on sera deux et naturellement, on créera une indivision tous les deux, ou comme deux conjoints, deux concubins, deux personnes séparées de biens, ou trois, ou une indivision successorale, etc., etc. On peut le dupliquer. Le problème, c'est qu'il y a un principe dans l'indivision, c'est que nul n'est censé rester en indivision. C'est un adage qui est assez connu, ce qui veut dire qu'à tout moment, même si on fait des contrats ou des conventions qui se renouvellent de façon quinquennale, tous les 5 ans, eh bien, à un moment, une personne peut dire « mais moi, l'indivision, je n'en veux plus. Je n'en veux plus, je souhaite en sortir. » La société civile, donc sur un bien immobilier, les conséquences d'un achat pourraient être catastrophiques. Oui. L'obligation de vendre. Exactement, ou de s'entendre, ou de mettre... Enfin, on connaît, mais on ne va pas, je dirais, dérouter nos propos. La société civile immobilière, donc c'est un contrat dans lequel tout le monde adhère pour l'objectif qui va être, évidemment, d'acquérir pour le moins un bien ou des droits et biens immobiliers. Quand je dis des droits et biens immobiliers, je fais allusion à un appartement démembré, enfin, tout est possible. Voilà. De ce côté-là, le contrat permettra donc de fixer des règles. Qui sont encadrées dans les statuts de la société, en l'occurrence. Par la loi par les statuts de la société. Alors attention, les statuts d'une société civile, elles ne sont pas d'une immense souplesse par rapport à d'autres sociétés commerciales. Mais tout de même... je veux dire, les règles et les statuts, on voit des choses qui sont maintenant extrêmement efficaces, extrêmement précises, et qui permettent de répondre aux objectifs des investisseurs en immobilier. Un autre avantage aussi qui me semble exister, c'est notamment sur le démembrement des parts et pour les transmissions, etc. Je crois que ça peut être parfois avantageux, notamment pour le calcul en transmission. Bien sûr. Dans une SCI, puisqu'on parle de valeur de la part qu'on transmet et non plus d'un bien en nom propre. Exactement. Donc, d'un delta entre l'actif et le passif sur une société, puisque c'est comme ça qu'on valorise une part. Exactement. Donc, des avantages quand on démembre. Exactement. En fait, la société civile, il faut quand même l'associer, même la SCI, et surtout la SCI, à une comptabilité. Donc, les notions que tu évoques, c'est qu'en fait, dans la mesure où un bien est détenu dans une société civile immobilière, c'est un bien qui va, quelque part, ensuite avoir une vie au travers de cette société. C'est donc le bien qui est détenu par cette société, il est à l'actif. C'est une expression qui est connue puisque c'est un bien de la société. Au passif, nous mettrons les moyens qui ont permis d'acquérir ce bien. Exemple, un crédit, des apports, un capital. Donc, dans ces conditions, on se rend compte que, eh bien, le bien, il va être détenu dans la société, mais que si effectivement il a une certaine valeur et que des ressources sont considérées comme un passif, on va considérer que de façon très classique en droit des sociétés, eh bien, il y a une valeur nette qui correspond à l'actif moins le passif. Je simplifie un petit peu le propos,
Mais c'est donc qu'on réalise très vite que si dans ton patrimoine, tu peux avoir un bien qui vaut une certaine somme, eh bien, facialement, on dit j'ai un bien d'une certaine somme. Mhm. Par contre, s'il y a du passif, vous dites pas mais j'ai un bien d'une certaine somme, même si mon patrimoine, en fait, réellement, comme j'ai une dette en face, eh bien, il vaut pas cette somme-là. Par contre, en matière de société civile, on va dire mais les valorisations des parts de la société civile, la totalité des parts de la société civile, parce qu'on n'a pas parlé du capital, Mhm. on va en parler, eh bien, ça va être la valeur du bien moins le passif. On est d'accord. Donc, dans ces conditions, on se rend compte qu'en fait, la détention de ce bien, elle est plus réaliste, l'analyse de la détention de ce bien en termes de valorisation. Ce qui veut dire que, ensuite, on va tout de suite, en fait, à un des intérêts majeurs, c'est que derrière, si j'envisage de transmettre les parts sociales. Soit donner, alors, soit démembrer. Oui, voilà. Alors, démembrer, ça veut tout simplement dire faire une donation avec une réserve de la valeur de l'usufruit par rapport à la nue propriété. Alors, on expliquera peut-être ce que ça représente, puisqu'il est tout à fait possible pour tous les biens, et donc, a fortiori, pour les biens que sont les sociétés civiles. C'est ça, pour les sont parts qu'on détient. Exactement. Voilà. Et donc, ce qui permet de transmettre dans des conditions optimisées. Alors, attention, là, on est déjà dans une vision qui est déjà plus gestion de patrimoine, plus transmission, où on a déjà une idée, comme j'ai constaté qu'on parle d'effet de levier, donc là, c'est vraiment le cœur, cette expression, elle est tout à fait levier, elle est tout à fait prévue, c'est vraiment l'effet de levier que l'on vise, c'est-à-dire de dire, écoute, on transmet à un moment où l'entreprise, ou la société civile a une valeur relativement modeste, et en espérant que, évidemment, au cours de la vie, par le développement économique, par des loyers, par des apports, enfin par d'autres, tout simplement par une évolution économique. Le passif va venir à chuter. Voilà, le passif. Donc la part se valorisera plus cher, mais on a acté une donation à un instant T. Donc sur la base du calcul que tu as expliqué très simplement, donc l'actif moins le passif, même si c'est plus comptable, plus complexe, mais en gros, c'est ça. À un instant T, je donne. Donc j'ai une valeur de ma part. Ma part va se valoriser dans le temps parce que je vais amortir, parce que plein de choses. Mais j'ai donné et acté cette valeur-là à un instant T. Exactement. Comme ça serait d'ailleurs dans un nom propre, à part que y a moins d'intérêt au moment où je fais la donation. Mais si le bien il prend de la valeur dans le temps, une fois que j'ai donné, j'ai donné. Alors surtout, s'il y a une différence fondamentale, c'est que il est toujours possible de donner un bien. Je ne parle pas détenu par une société civile, un bien, ce que j'appellerais, qu'on détient en nom propre. Il est toujours possible de donner un bien en nom propre avec la charge du crédit. C'est possible. L'administration fiscale l'admet et elle tient compte dans ce cas-là du passif. Mais le cas est extrêmement rare parce qu'en fait, il faut que les personnes qui reçoivent la donation, qui s'appellent les donataires, aient la capacité économique et juridique à porter l'emprunt et à supporter l'emprunt. Ce qui fait que sans que ça soit... Il y a quand même une analyse très très poussée qui est faite par les banquiers. Et dans ces conditions, on se rend compte qu'en fait, c'est un cadeau avec une charge. Donc c'est une donation avec une charge. L'expression est là. Donc à partir de là, dans la société civile, c'est la société civile qui a la charge de l'emprunt, non pas les associés. Et alors généralement par l'effet des revenus, puisqu'on a des notions que les personnes qui nous écoutent connaissent, eh bien, évidemment, l'emprunt est remboursé et peu à peu, la valeur du bien augmente. C'est de là, tu as parfaitement raison de dire que si on donne les parts de la société civile au départ de l'opération, eh bien, la transmission se fait à un moindre coût. Forcément, c'est une sorte d'optimisation face à un effet de levier, comme tu le disais. Exactement, c'est le bon mot et le bon nom du podcast. Exactement. Donc, fiscalement, comment est-ce que ça fonctionne une SCI ? On l'a dit donc tout à l'heure que ça pouvait être transparent quand c'était familial, notamment. Ça reste une société, donc c'est pas de la fiscalité comme les gens peuvent la connaître quand ils n'ont pas de société. Sauf si on est à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, ça devient transparent. C'est ça ? Exactement. Les sociétés civiles sont par nature transparentes, translucides. Donc ce sont des sociétés dans lesquelles, normalement, l'associé retrouve la fiscalité dans son propre régime fiscal.
D'accord. À savoir, si c'est une personne physique, ça sera de l'impôt sur le revenu. Ça peut être aussi une personne morale. Dans ce cas-là, ça pourrait être de l'impôt sur les sociétés. Elle reporte son résultat, en fait, c'est ça. En Exactement. proportion des parts qu'elle détient dans la société. Exactement. Le principe, c'est que, alors, c'est un principe. On Mhm. peut toujours y déroger, le modifier, mais je ne veux pas rentrer dans des choses trop complexes. Mais on a l'habitude de catégoriser les sociétés civiles entre celles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu Oui. et celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, c'est la société qui va avoir son propre impôt. Donc, c'est pas les associés qui se retrouvent Exactement. avec le résultat répercuté. Elle va avoir l'IS. Donc, l'IS, c'est 15 ou 25% en fonction du résultat qui est fait. Mhm. Avec une mécanique qui est un petit peu particulière et qui peut parfois avoir un avantage fiscal, c'est qu'on va on peut amortir la valeur de son bien Exactement. pour réduire son résultat à zéro pendant toutes les années qui nous permettront de le faire. Et donc, fiscalement, ne pas avoir d'impôt sur les loyers perçus. Ça revient à cela avec l'amortissement. En fait, quand on l'explique, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on est à l'impôt sur le revenu, Mhm. l'impôt, pendant toute la durée de détention, et notamment, alors on part du principe, parce qu'il faut quand même qu'on le précise, qu'il y aura un crédit. Oui. Puisque d'une façon ou d'une autre, les ressources de la société civile, elles seront soit par des apports, Oui, soit par un crédit. évidemment. S'il y a un crédit, le principe que nos auditeurs doivent intégrer, c'est que généralement, le crédit, à l'impôt sur le revenu, lorsque la société civile est à l'impôt sur le revenu, il va être utilisé pour payer quelque part le loyer d'argent, c'est-à-dire l'emprunt. Mhm. Donc, il y a un revenu qui paie l'emprunt. Généralement, à moins qu'on ait fait une excellente affaire, mais j'en doute pas que les gens puissent en faire, généralement, il y a une espèce d'adéquation entre le loyer et l'emprunt. Mhm. Cette adéquation fait que lorsque, en fin d'exercice, on fait les comptes, une fois qu'on a payé la taxe foncière, les charges, enfin tout ce qui peut y être, généralement, à moins qu'il y ait une très très bonne rentabilité du bien, eh bien, les caisses sont vides, si je puis dire, Oui. puisqu'il y a une adéquation peu ou prou entre le loyer et l'emprunt. Ce qui fait que les associés de la société civile doivent supporter l'impôt Mhm. avec les revenus qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Exactement. Revenus catégoriels, professionnels ou autres revenus fonciers. Mhm. Ce qui veut dire que on se rend compte que lorsqu'on a des emprunts un peu importants avec des loyers un peu importants, on peut se retrouver dans une situation où l'impôt sur le revenu que l'on doit régler, il coûte. Et il coûte de l'épargne, Forcément, puisqu'il faut aller le rechercher. on est Voilà. d'accord. Donc, quel est l'avantage dans une société civile à l'IR? C'est qu'au bout de 30 ans, comme tu le sais, enfin au bout de 22 ans, on était exonéré Oui. de plus-value, 30 ans De cotisation CSG, sociale. de cotisation sociale au sens large. Mhm. Et ensuite, Ce qui n'est pas le cas dans les sociétés à l'IS. voilà, l'opposition va sur les sociétés à l'IS, où là, on peut amortir les biens, donc on retrouve des notions que là, tu maîtrises totalement. Et donc, ça veut dire qu'avec l'amortissement que l'on peut déduire, c'est-à-dire l'espèce d'obsolescence du bien Mhm. que l'administration fiscale accepte, on se retrouve avec un revenu positif. Mais, Contrepartie, exactement, donc pas de 22 ou 30 ans. La plus-value, en fait, s'il n'y a plus de notion de plus-value, Exactement. c'est que ça devient de l'impôt sur les sociétés pures. Donc le jour où on revend, on fait la valeur nette comptable, donc la valeur de mon bien moins tout ce que j'ai déjà passé en amortissement. exactement, Ce que j'ai vendu, on fait le delta et ça fait du résultat. Et sur ce résultat, un je vais profit payer. exceptionnel. Exactement, je paye de l'impôt sur les sociétés. Et ensuite, il y a un impôt de distribution quand on doit, Qui est en ce qu'on plus, veut faire, si on veut le puisqu'il y a- récupérer. Il y a une muraille, si je puis dire, entre les associés et la société civile. Évidemment, elle n'est pas du tout transparente ou translucide dans ces cas-là. Exactement. C'est l'inconvénient et l'avantage de l'IS. En fait, je dirais que l'impôt, je n'ose pas dire qu'il est progressif, mais qu'il est régulier avec une certaine progressivité à l'IR. Mhm. Il peut être lourd pour le patrimoine, donc il faut qu'on attire l'attention des personnes qui veulent organiser leur patrimoine avec une société civile. Et par contre, à l'IS, ils l'ont absolument. C'est beaucoup plus facile à supporter. Mais par contre, la sanction est que si on fait un calcul rapide, eh bien le coût de l'impôt à la sortie, lorsque le bien est vendu, Beaucoup plus important. extrêmement important même, et il y a des grosses déceptions, quoi. Oui, Puisque évidemment.
La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avancer jusqu'à 80% du bien, puisque le Oui. terrain C'est est généralement évalué. Alors, je dis généralement, hein, c'est à c'est prendre entre 20 et entre 15%, guillemets, dans les grosso modo. 15-20%. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une fiscalité assez importante et donc qui surprend souvent les associés des SCI à l'IS. Bah, c'est 25%, l'impôt sur la société sur son plus haut palier. Et Et, l'impôt de distribution. et si on le distribue, en plus, derrière, alors il y a la flat tax aujourd'hui, le Oui. PFU, Voilà. comme il est appelé, Un impôt donc progressif, 12,8 voilà. d'impôt et Et 17,2% un de petit peu CSG. plus maintenant qui est prévu par les lois de Maintenant, il finances le à passe venir. à 31,4, je crois. Exactement. Donc ça augmente. Par contre, qui d'ailleurs est en lien avec le nom du podcast, si l'argent, au moment de la vente, n'est pas récupéré, n'est pas distribué, mais réinvesti, parce que dans ce cas-là, on ne paye pas l'impôt de la distribution. Absolument. On crée cet effet de levier de se dire j'ai pas payé de fiscalité pendant X années, je paye mon impôt sur les sociétés parce que j'ai fait un résultat très positif le jour où je revends par ce qu'on vient d'expliquer. En revanche, je peux le réinvestir directement sans avoir à le distribuer. Exactement. En fait, c'est un outil qui peut être très intéressant pour des gens qui ont une volonté relativement jeune d'investir et d'investir évidemment avec leurs enfants, puisque bon, Oui. on l'a pas expressément indiqué, mais on voit bien qu'il y a quand même un intérêt pour les sociétés civiles familiales d'investir en prenant des enfants comme associés. Mhm. Alors, avoir mineur, pas mineur, avec tout le problème du crédit bancaire qu'on peut évoquer, mais ça permet de jouer sur cet effet de levier qui est de dire que les parents font profiter à leurs enfants de leur solvabilité, de leur capacité d'emprunt, et leur mettre le pied à l'étrier, notamment si je dirais que c'est accompagné d'une transmission. Oui, évidemment. Donc à partir de là, eh bien, l'enjeu peut être intéressant, d'autant plus que sur une période trentenaire, on peut imaginer que des premiers emprunts sont remboursés, donc la société produit du revenu, et que derrière, il y a d'autres emprunts, d'autres revenus qui arrivent, et on crée une petite foncière avec quelques biens immobiliers, pour arriver à Potentiellement, en tout cas, soit laisser- générer du complément de revenus, soit voilà, financer d'autres et projets. envisager que les enfants ensuite reçoivent ce bien dans une transmission qui est cohérente, avec une fiscalité qui est tout à fait légitime, qui n'est pas confiscatoire, et ce n'est pas non plus, on le voit bien qu'aujourd'hui c'est moins politiquement correct d'avoir trop de revenus, on voit bien qu'il n'y a pas je dirais, d'absence de fiscalité, l'impôt est payé, il est dû, il est payé, et il y a quand même une transmission au profit des enfants. Pour rappel sur la fiscalité, donc on a vu l'IS qui est donc 15 et 25% en fonction du résultat qui est fait. L'IR, donc dans la SCI, c'est donc remis après sur les revenus fonciers classiques des associés. L'impôt sur les revenus fonciers aujourd'hui, c'est votre taux marginal d'imposition plus les cotisations sociales. Donc en fonction de votre tranche, vous pouvez aller de 47,2 taux cumulé et jusqu'à, pour les plus gros, 62,2 quand on est sur les plus grosses tranches d'imposition. Donc il y a cet avantage quand on est à l'IS, si on s'y prend tôt, de faire cet effet de levier de je réinvestis. Et deuxièmement, de s'éviter une fiscalité qui peut parfois être très lourde quand on est à l'IR, parce que 62,2%, Absolument. c'est assez lourd. Et donc s'éviter ça par la notion, le mécanisme d'amortissement du bien. En fait, on se rend compte que l'administration fiscale n'est absolument pas opposée aux sociétés civiles. C'est un outil de transmission qui leur permet, en plus, je dirais, d'avoir une certaine lecture, une lisibilité. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des besoins comptables. Donc, il y a une tenue comptable avec une tenue de compte, la transmission de documentation, un formalisme autour de l'Assemblée générale. Et donc, en fait, l'administration, elle aime bien les sociétés civiles, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'elle peut cadrer et qu'elle voit évoluer et sur lequel elle est parfaitement informée. Donc, je pense que c'est quand même un outil qu'on peut, qu'on peut recommander, notamment familialement. Après, il faut évidemment à chaque fois positionner les pour et les contre, la situation, l'âge des enfants, les objectifs, il y a plein de choses. Exactement, il y a des choses qui sont tout à fait, il y a des choses plus complexes, mais on ne fait pas ça au doigt mouillé. Oh non, certainement pas au doigt mouillé, mais encore moins, je dirais sans réflexion. Mais c'est assez séduisant. Alors, on parle de la société civile-immobilière, on s'est assez vite orienté sur ce qui est familial. N'oublions pas que c'est aussi un outil qui permet de construire un patrimoine pour les entrepreneurs, lorsque il y a une dichotomie, une séparation entre l'entreprise et les biens immobiliers.
à vocation entrepreneuriale ou industrielle dans lequel est exploitée l'entreprise. C'est la même chose dans le domaine agricole. La société civile, ça a été toujours une source d'inventivité et tous les conseils dont tu fais partie sont à même de répondre à des mesures, où c'est pour ça qu'on ne va pas aller vers des exemples ou des contre-exemples ou des Mm. adaptations, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens intéressés par la société civile. C'est un couteau suisse d'une certaine manière. Exactement, Parce c'est qu'il y une a bonne tellement, expression. il y a une telle quantité de possibilités. Moi, je l'ai rencontré avec plein de clients. En fait, ça s'adapte à plein de situations différemment en fonction de comment elle est faite, que ce soit sur le régime fiscal, que ce soit sur les associés, que ce soit sur le financement des biens quand c'est immobilier, etc., etc. Ça peut être des sociétés qui veulent juste créer des filiales, ça peut être des particuliers qui veulent investir, ça peut C'est être plein de choses. c'est Et un en outil fait, énorme, c'est un mm, outil extrêmement. Le couteau suisse, c'est une bonne expression, et qui s'adapte à pas mal de situations, à la condition de bien poser les choses dès le mm, départ en termes d'organisation, quoi. Mais exactement. la société civile, pour l'anecdote, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, du moment que Ouais. le nom n'est pas amoral ou immoral, si j'ose puis dire. Voilà, ou contre voilà. Après le capital, on l'a dit, ça peut varier. Le siège social, généralement, on conseille de le faire, bon, soit sur le lieu d'exploitation, soit sur la résidence principale des associés. Après, il y a un problème de discrétion. Mhm. Et le dernier point que je voulais soulever sur les sociétés civiles, c'est qu'à un moment, on évoquait, lorsque j'ai commencé mon métier, de faire une société civile par bien. Mhm. Aujourd'hui, ce système est un peu dépassé. On peut faire une société civile par catégorie de biens qu'on détient. Des biens d'investissement, des biens dont on se réserve la jouissance, puisque c'est Mhm. tout à fait possible de se réserver la jouissance d'un bien, on ne l'a pas dit, sans payer de loyer. Mhm. Je parle pour des sociétés civiles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Ça ne D'accord. serait absolument pas possible Pour une pour une société à société l'IS. civile à l'IS, bien entendu, ce serait un acte anormal de gestion. Ok. Voilà. Donc il y a une multitude de cas assez intéressants à évoquer. Sujet qui est tout à fait à propos. On vient de parler des SCI et comme l'a dit Maître Pasquale, elles ont pas mal évolué. Aujourd'hui, il y a des dispositifs fiscaux qui sont même adaptés à ces SCI, notamment le dernier qui est le LLI, logement Oui, locatif intermédiaire. Est-ce que tu en as mis en place est-ce que tu en as déjà vu au oui, sein des bien SCI? entendu. On s'est retrouvé aujourd'hui, on sent que je dirais que le gouvernement, l'administration fiscale ne sont absolument pas opposés aux sociétés civiles. Et justement, il y avait un outil qui était réservé aux institutionnels, qui était le LLI, Mhm. logement locatif intermédiaire. Eh bien, à la suite d'interrogations et d'échanges dont tu fais partie, hein, autour Mhm. de ta profession, de gestion de patrimoine, le gouvernement a écouté et a ouvert le LLI aux sociétés civiles. Donc, Mhm. comme tu le sais, et ce qui permet de développer justement une autre possibilité d'acquisition avec ces logements dans lesquels, en fait, ils bénéficient d'une TVA. Alors, c'est réservé évidemment Au sur des neuf. logements neufs, avec une TVA à 10%, Mhm. et c'est idoine pour des sociétés civiles, puisque justement, on envisage des investissements sur du long terme, où il peut y avoir une réponse avec un effet de transmission dans des investissements familiaux, avec des sociétés civiles qui peuvent être au choix de l'investisseur. Et Ouais. voilà, c'est le métier des conseils, hein, que tu connais bien. Donc, ça peut être avec des sociétés civiles à l'IR ou à l'IS, suivant les besoins ou Les l'envie, objectifs de les objectifs. chacun. Ouais. Exactement, exactement. Exactement. En fait, comme tu viens de le dire, donc ce dispositif, il a été créé il y a plus d'une dizaine d'années, initialement réservé qu'aux institutionnels. Ils l'ont ouvert au 1er janvier 2024 à toute personne morale. Dans le texte, c'est comme ça que c'est dit. Donc, qui dit personne morale dit notamment les sociétés civiles immobilières. C'est ce qui vous permet maintenant, à ce jour, d'investir avec les mêmes avantages qu'avaient les institutionnels. Mhm. Cette fameuse TVA à 10, puisque c'est donc pour soutenir la construction de nouveaux logements. Et dans le neuf, on avait initialement une TVA à 20. Premier dispositif, petite parenthèse, mais qui Toujours pour aujourd'hui, les sociaux, mais bon, c'est ouais, juste pour. on est Pardon. d'accord. Il y a une petite parenthèse, puisqu'il y a pour l'acquisition, ce qu'ils appellent soit TVA réduite, en fait, qui est avec une Exactement. TVA à Enfin bon. 5,5, qui est assez spécifique. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui le seul dispositif dans l'histoire des dispositifs fiscaux qui permet à un investisseur d'investir moins cher qu'un propriétaire, puisque la TVA est réduite. Premier énorme avantage, et qui en plus est acquis dès l'achat, puisqu'en fait c'est instantané, on achète juste moins cher, factuellement.
Et deuxième avantage, c'est le remboursement de la taxe foncière, qui donc, elle, peut avoir lieu pendant 20 ans. Absolument. Vous la payez, vous faites, parce que vous êtes dans le cadre du LLI, les déclarations nécessaires et elle vous est remboursée. Taxe foncière important aussi, aujourd'hui c'est à peu près 1 mois et demi de loyer. Donc c'est quand même très important quand on décide d'investir parce qu'il faut prendre tous les tenants et les aboutissants. Et factuellement, 1 mois et demi de loyer, ça réduit fortement une rentabilité. Donc quand on sait qu'elle nous est remboursée, c'est déjà un premier point positif. Deuxièmement, ça fait quand même 2-3 années qu'elle augmente très fortement, cette taxe foncière. Donc se dire que qu'importe si elle continuait d'augmenter, elle me sera remboursée, c'est quand même plutôt quelque chose de rassurant aussi. Absolument. Et on se rend compte que cette démarche, je dirais, de l'État, hein, du gouvernement et de l'administration fiscale de Bercy, elle s'est également développée autour du Jeanbrun, là, le nouveau dispositif fiscal qui est sorti, puisque on a réalisé, et le gouvernement l'a confirmé, enfin en tout cas Bercy, Oui, qu'on pourrait utiliser le dispositif Jeanbrun avec le au dispositif. travers des sociétés civiles et du LLI. Donc, A fortiori, ouais. donc on se rend compte que la SCI, ça devient un outil qui, je dirais, incontournable dans le panorama de l'investisseur et donc du Et du conseil en patrimoine. gestion de patrimoine et de tous les juristes qui travaillent autour, puisque il y a un réel intérêt et un réel enjeu. Exactement. Et comme tu viens de le dire, donc ça a été voté pour le coup, je crois que ça fait à peine un mois que le Jeanbrun a été officiellement Absolument. adopté. Dispositif donc lui fiscal avec une réduction, enfin le découlement de ce dispositif permet d'avoir une réduction d'impôt, mais c'est un amortissement du bien, un peu comme on l'a expliqué Absolument. dans la SCI Absolument. à l'IS, à part que son fonctionnement est différent, etc. Ces deux dispositifs, aujourd'hui ont des règles, comme tout dispositif. Première règle dans le LLI, c'est 16 ans d'engagement de location. Exactement. C'était le cousin de l'ancien dispositif, puisque les plafonds de ressources du locataire et les plafonds de loyer sont ceux du Pinel, en fait, ce qu'on appelle Absolument. les loyers intermédiaires, assez simplement. C'est pour ça de là le nom de la disposition. Exactement. Et le Jeanbrun, lui, il a plusieurs paliers, mais le palier, le premier, qui est celui aussi du logement intermédiaire, demande aussi un engagement de location, lui, de 9 ans, mais un plafond de loyer, un plafond de ressources du locataire. Et de mémoire, il y a, enfin ça vient de sortir, mais je crois savoir qu'il y a également des loyers, disons, plus sociaux Oui. et encore plus sociaux. Alors, Exactement. ce n'est pas tous les termes du gouvernement, mais Je crois que c'est je celui-ci. pense que c'est ce que social, très social. très social, bon, enfin, ce que tu maîtrises évidemment, que tu as suivi avec attention. Et Ouais. je pense avec bonheur de voir arriver ces dispositions, comme beaucoup de professionnels. Exactement, en fait, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle incitation fiscale. Elle était déjà avec le LLI, qui a une vocation presque plus patrimoniale que ce qu'on a connu avant, parce c'était sur des engagements de location relativement longs, alors qu'en fait, c'est 16 ans, mais c'est pas du tout incohérent pour du patrimonial. Pas du tout. Mais là, on vient réadapter la chose. On peut aujourd'hui faire que du LLI, que du Jeanbrun, faire les deux en même temps. Ça permet plus de flexibilité et du coup, en fonction de chaque situation, de s'adapter parfaitement, j'ai envie de dire, à chaque objectif. Soit on est sur le long terme, soit sur le court terme, soit... Donc ça continue à prendre tout son sens, le côté couteau suisse, comme on a évoqué tout à l'heure, de la SCI. Absolument. Pour jouer sur l'effet de levier, si j'ai bien Exactement. compris. Je vous remercie d'avoir regardé, de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si vous voulez me contacter pour une étude personnalisée, vous avez ça en description à travers un formulaire ou alors vous m'envoyez directement un message privé sur les réseaux sociaux. À très vite pour une prochaine émission.